Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Alors, pour les 217e anniversaire de l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, le père de la nation haïtienne, nous avons réalisé une interview avec le professeur Pierre Buteau. Pierre Buteau, qui est historien et professeur d'histoire, et également président de l'association haïtienne d'histoire et de géographie. Avec Pierre Buteau, nous avons abordé la question, l'épineuse question de la date de naissance de Jean-Jacques Dessalines. Vous savez, certains disent que Dessalines serait né le 20 septembre et d'autres le 25 juillet. Quelle est la vérité dans cette histoire? Nous avons fait le point avec Pierre Buteau et également le complot contre Jean-Jacques Dessalines, qui étaient ses comploteurs et quel a été le rôle de Henri Christophe dans le complot qui a mené à l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines. Et puis, enfin, nous avons également abordé la question de l'opposition entre Dessalines et l'ouverture, en fait, l'opposition, on va dire, chez les Haïtiens, on va dire, souvent, qui se positionne soit plutôt dessalinien ou l'ouverturien. Finalement, est-ce que ces deux grandes figures, on va dire, de la révolution haïtienne ne sont pas plutôt complémentaires? Avec Pierre Buteau, nous avons fait, on va dire, le point sur toutes ces questions. Alors déjà, merci pour votre écoute. Alors, je vous préviens que l'interview a été réalisée à distance avec Pierre Buteau qui vit en Haïti et nous qui sommes à Paris. Donc, la qualité de l'image n'est pas optimale, mais le son est tout à fait exploitable. Donc, merci déjà pour votre écoute. Et puis, je vous dis à bientôt, bonne écoute et merci pour votre fidélité. Et Pierre Buteau, bonsoir. Donc, avec vous, nous allons discuter ensemble du parcours de ce, on va dire, de Jacques Dessalines, de sa naissance, et surtout, on va s'arrêter surtout sur sa mort, son assassinat, le complot qui a, on va dire, qui a débouché sur son assassinat. Déjà, on va dire avant d'entrer dans, on va dire, pour entrer dans l'ambiance, officiellement, en fait, je ne sais pas si officiellement, mais souvent on dit que Dessalines serait né en 1758 dans le Nord, plus précisément à Grande-Rivière du Nord, etc. Mais il y a d'autres sources, effectivement, qui contredisent ces mêmes sources et qui avancent le 25 juillet. Donc, est-ce que, d'après vous, quelle est la vérité sur la naissance de Jean-Jacques Dessalines? Oui, je crois que ça mérite un bon débat et aussi certains, disons, points et d'éclaircissement pour quand même mieux traiter cette controverse. D'ailleurs, Dessalines serait peut-être né en l'année 1758, mais sûrement pas le 20 septembre, parce qu'on ne peut pas affirmer ni confirmer que Dessalines serait né ce jour-là. Mais en principe, il y a pas mal d'historiens, dont l'une des plus grandes figures de l'histoire intellectuelle haïtienne contemporaine, Jean Price-Mars, qui avait fait un article paru dans les années 60 dans la revue, justement dans l'un des numéros de la revue de la Société haïtienne d'histoire, qui, dans 2 ans, va célébrer son centenaire, et il signalait avec sa prudence habituelle qu'on ne peut pas, mais pas du tout, accoler une date de naissance à un esclave. Un esclave, si on fait référence au Code noir, qui peut être grossièrement considéré comme une constitution coloniale, et la comparaison est presque abjecte, mais c'en était une, puisque ce Code noir régissait l'ensemble des relations humaines dans la société. Et dans son article 44, c'était formellement déclaré, l'esclave est un bien meuble. Et deuxièmement, Jean Price-Mars signalait que, en principe, on les baptisait, mais on les baptisait par groupe et il n'y avait pas toujours les actes de baptême. D'ailleurs, Dessalines, on connaît le lieu, est né à Cormier, Vieille-Caille-Cormier. Et deuxièmement, c'était un esclave rétif et on ne peut pas retenir cette date-là. La date, j'écrivais ça dans un article pour contester cette décision
pas arbitraire, mais je crois irresponsable de l'État haïtien, pardonnez-moi d'être aussi agressif à l'endroit de l'État haïtien. Mais je dis que c'est pas normal. Dans l'histoire de ce pays, on n'a jamais vu une telle imprudence. Et qu'on voit bien, on perçoit que cet État est empêtré dans un ensemble de problèmes et que peut-être les responsables n'étaient pas là à la hauteur. Parce que pour prendre une décision de la sorte, pour célébrer, pour commémorer la date anniversaire d'un personnage historique, puis fut-il Dessalines, il fallait avoir des actes authentiques et il fallait avoir des pièces capables de l'authentifier. Sinon, on glisse dans les mythes, et j'aime bien les mythes, et les historiens, les annales nous l'ont appris, adorent les mythes. Et les mythes, surtout les mythes qui construisent l'imaginaire et l'inconscient collectif d'un peuple, comme celui d'Haïti. Et il y a une très belle histoire que j'ai pu raconter grâce à aussi mes collègues de la société. Et dans cet article, je disais que on aurait pu établir une relation entre la mort de Macandal, ce grand marron et empoisonneur qui avait été arrêté et brûlé vif un certain 20 janvier 1758, cette date est fondée elle-même, parce qu'on peut retrouver cette date dans tous les procès-verbaux liés au procès et aussi au jour même, au jour fatidique où on a procédé à la condamnation et l'exécution de Macandal. Mais cette histoire est très belle. Si vous permettez, je vous la raconte en 1 seconde ou en 3 minutes. Ce qui serait passé, c'est que Macandal, habité par une âme, par l'esprit, eh bien, cet esprit se serait détaché de ce corps sur le bûcher et se serait, en principe, aurait trouvé refuge dans le ventre d'une esclave. Et si on compte ce 20 janvier 1758 au 20 septembre 1758, ça fait quasiment 9 mois. Et prématuré ou pas, mais ça fait pratiquement le compte et c'est beau. Et c'est beau. Et moi, j'ai envie de croire. J'aime bien les mentir vrais et les mythes fondateurs. Alors, à partir de ce moment, je retiens ce 20 septembre, mais comme mythe, mais seulement comme mythe. Mais il n'y a pas d'acte de naissance. Et ce 25 juillet maintenant, c'est intéressant dans la mesure où c'est Jean-Jacques Dessalines, Jacques Ier, qui invite les généraux en 1805, peu après son intronisation, à célébrer son anniversaire. Et lui se donne une date de naissance, le 25 juillet 1758. Or, toujours les mythes. Moi, j'aurais pu admettre ce 25 juillet, j'aurais pu admettre, n'était-ce une incongruité? Et quelle incongruité? Pour qu'un pays, et on n'a jamais vu ça, ou très rarement dans l'agenda des célébrations des peuples, qu'un personnage historique puisse être en principe objet d'une commémoration 2 fois l'an. C'est aberrant. Et on sent que cette crise narrative qui traverse Haïti, cette crise du récit qui traverse Haïti, qui déboussolée, voudrait bien retrouver ses repères et Dessalines, papa Dessalines est là pour nous permettre de consolider, d'enrichir nos repères. Alors, à partir de ce moment, ce 25 juillet, c'est lié à l'univers vaudou aussi, parce que c'est le jour où on fête aussi, où on célèbre Saint-Jacques Majeur à la grande rivière du Nord et dans la vaste plaine du Nord. Et alors, à partir de ce moment, c'est un empereur. Un empereur mérite une date. Et il se serait donné cette date, mais liée peut-être à un univers mystique, parce qu'on disait souvent que notre fondateur, le grand Dessalines, en principe, servait ou était protégé par Papa Ogou. Je ne suis pas un spécialiste du vaudou, je ne suis pas vraiment versé dans les sciences occultes, tout au contraire, mais je me permets de dire une chose, il y a des signes, quelques signes qui m'autorisent à penser que Dessalines peut-être s'était abouché avec ce grand papa-loi, qui est Papa Ogou, le dieu de la guerre, et parce que à chaque grande bataille, notamment la grande bataille, l'avant-dernière ayant conduit à l'indépendance, la grande bataille de Port-au-Prince, le 10 octobre 1803, eh bien Dessalines, en entrant dans la ville et vaincu,
eh bien, traversait la ville avec sa troupe et il était chamarré tout de rouge. Le rouge, c'est la couleur de la guerre, de Mars Mhm. et tout, et pourquoi pas de Papa Ogou. Et je crois que Papa Ogou, c'est sa couleur. Le rouge, c'est sa couleur. Et ce rouge a toujours été présent dans certaines grandes batailles, non conduites par Dessalines, mais quelquefois conduites par Dessalines lui-même. Alors, si vous permettez, avec votre autorisation, je rejette le 20 Oui, septembre allez-y. parce qu'un État n'a pas de date. On ne peut pas, en principe, et un État qui est le lieu de l'écriture formelle, formalisée, on voit bien que cet État est confronté à une situation qui semble le dépasser. Et à partir de ce moment, il s'accroche à toutes sortes de mythes et cela s'inscrit peut-être dans la lutte politique désordonnée que se livre le personnel politique depuis quelque temps parce que totalement dépassé, aussi bien l'opposition, mais bien moins quand même, que les responsables directs peuvent expérimenter dans le traitement des grandes affaires politiques. Je ne sais pas si... D'accord. Non, mais vous avez parfaitement répondu. C'est en gros, en fait, officiellement, en fait, en fait, c'est pas acté. On n'a pas une date vraiment précise qu'on peut dire. Vraiment, on a la preuve absolue que Dessalines serait né, euh, on va dire, le 25 juillet ou encore le 20 septembre. C'est pas, en fait, c'est pas acté. Mais il y a des éléments qui portent à croire que, effectivement, par rapport à sa sensibilité personnelle, donc Dessalines lui-même se disait naître le 25 juillet. Donc Ouais, ouais. c'est vrai que c'est assez curieux qu'un personnage aussi important dans l'histoire d'Haïti et que on ne puisse pas dater sa naissance. Bon, après tout, c'est pas fondamental. L'important, c'est ce qu'a fait Dessalines. Alors, revenons, en fait, pas revenons, abordons maintenant la question on va dire, qui nous préoccupe le plus, à savoir l'assassinat de Dessalines. On va parler de ça un petit peu. Et alors, j'aimerais, est-ce qu'on peut, avant de situer les faits vraiment, de nous rappeler quelles sont, on va dire, les raisons du complot qui a conduit à l'assassinat de Dessalines, pour rappel, vraiment. Parce qu'on a parlé vraiment de beaucoup de choses. On a parlé de son autorité, que Dessalines utilisait vraiment de l'autoritarisme et qu'il faisait beaucoup d'ennemis parmi on va dire, ses alliés. Donc, voilà. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, voilà, pour les auditeurs, pour ceux qui nous regardent, quelles sont les sources, qu'est-ce qui a conduit à ce complot énorme de Jean-Jacques Dessalines? Il faut dire que ceux qui ont été à l'origine de ce complot, de cette conjuration, c'est une conjuration de généraux, il faut dire qu'ils n'ont pas fait mieux que Dessalines en ce qui a trait à cet autoritarisme qu'on reproche au père fondateur. Parce que Christophe, qui a été impliqué à l'origine dans ce complot, eh bien Christophe, comme dans l'exercice du pouvoir et l'exercice du pouvoir, d'un pouvoir presque totalitaire, le terme n'était pas à la mode, c'est une terminologie du XXe siècle, eh bien, Christophe a largement dépassé Dessalines en termes d'horreur, en termes de pouvoir despotique, même si c'était une monarchie strictement harmonieusement organisée, une étiquette de cour, vraiment, et à ce niveau, l'ordre, mais une passion de l'ordre qui l'a conduit à un exercice de la violent du pouvoir qu'on ne peut que contester aujourd'hui, bien entendu. Cela dit, il faut bien penser que les hommes qui ont fait 1804 sont de grandes figures antiques qui rappellent quelque peu l'antiquité gréco-romaine, si l'on veut, et toutes les expériences qu'on a connues dans l'antiquité, notamment occidentale. Parce que c'est une figure antique. Et cette figure antique, maintenant, on l'a proclamée gouverneur à vie, puis empereur. Et la constitution de 1805, dont cet empire s'est doté, c'est une constitution qui accorde plein pouvoir à Dessalines. Et je crois que c'est là que se situe d'abord l'ensemble des paradoxes, cet ensemble-là qui conduira à cette conjuration. Mais deuxièmement, il faut bien souligner que, en principe, Dessalines avait droit de vie et de mort, pouvait commuer les peines et signer la paix
et déclarer la guerre. C'était en principe un empereur qui avait les pleins pouvoirs et qui pouvait l'exercer en vertu de cette constitution du 20 mai 1805 pleinement. Mais il faut plus largement, plus sérieusement, si on peut l'être, il y a une crise d'orientation qui se produit dans la période post-1804. Et de 1804 jusqu'à 1820, date du suicide 8 octobre 1820 du roi Henri-Christophe, eh bien, cette crise d'orientation va avoir une réponse, mais une réponse, hélas, qui conduira, qui orientera le destin de ce pays vers ce qu'on appelle des choix beaucoup plus catastrophiques. Alors, ce qui s'est passé, Dessalines peut être considéré comme une grande figure, peut-être l'une des plus belles figures historiques des temps modernes et des sociétés modernes. Il vaut, cette légende, c'est un personnage de légende aussi. Il y a d'abord le chef de guerre et ensuite son parcours de révolutionnaire et sa participation à toutes les grandes batailles. Et surtout, on reconnaît en lui, pratiquement, c'est un terme qui nuit un peu, un génie militaire, un génie. Et la bataille de Vertières, c'est lui. La conception, l'organisation et les solutions sur le terrain aussi. C'est énorme. Et deuxièmement, en tant qu'homme d'État, on lui a reproché d'être très peu administrateur ou d'être très peu administratif. C'est faux. Peut-être qu'il a été trop militaire et qu'il a voulu diriger ce pays de manière trop militarisée. Soit, mais quand même, il faut dire qu'il avait un projet de société, une vision de société, mais surtout par rapport à l'Occident, mais surtout par rapport à l'ordre mondial de l'époque. Pour lui, pour avoir l'indépendance, confirmer l'indépendance politique, il fallait édifier une économie, organiser la société et imposer à la société une discipline de travail et l'organiser, ça rappelle quelque peu l'esclavage, suivant les paramètres de l'économie plantationnaire. Et cette économie plantationnaire, Dessalines voulait construire un État moderne. Peut-être que sa vision était claire et nette, mais sa matérialisation, la stratégie n'était peut-être pas opérationnelle et la tête pure, la tête pleine d'idées, mais les mains un peu vides. Vous suivez bien ce que je vous dis? Ouais. Or, Bien sûr. il y a un article dans la Constitution du 20 mai 1805 où, et c'est là encore une contradiction dans l'organisation juridico-politique du système dessalinien, c'est que Dessalines est un monarque, mais il y a un aspect plébéien dans cette monarchie, puisqu'il n'y a pas d'aristocratie. Il refuse l'ordre aristocratique et il déclare que le pouvoir n'est pas héréditaire, contrairement à toute pratique monarchique. Et le pouvoir n'étant pas héréditaire, le pouvoir devra être dévolu au général le plus ancien. Et c'est alors que les généraux commencent justement à multiplier des intrigues, en particulier notre Henri-Christophe, le grand Henri Ier, parce que Clairvaux, qui dirigeait les opérations le 18 novembre 1803 à Vertières, devant Vertières, était le général le plus ancien. Et il a été empoisonné. Et on dit qu'il a été empoisonné par Christophe. Et puis ensuite, maintenant, sa politique économique heurtait les intérêts de tous les secteurs de la vie nationale. Je veux dire par là que le projet dessalinien, qui était la construction d'un État moderne fondé sur une organisation nationale, donc c'est très moderne, heurtait les intérêts de tous les secteurs post-1804, de tous les agents sociaux, incluant les cultivateurs, qui ont toujours contesté le choix de l'économie plantationnaire. Et à partir de ce moment, la ligne ouverturière incarnée par Christophe, incarnée par certains secteurs de Christophe, c'était l'élitisme qui contestait quelque peu les manières abruptes, quelque peu, Christophe disait de Dessalines, on ne peut pas confier le destin de ce peuple à un sauteur, parce que Dessalines aimait danser. Et enfin, le secteur mulâtre aussi se sentait menacé parce que Dessalines, tout en disant et affichant pleinement son projet d'unité nationale et de condamner toute forme de division à caractère épidermique, les mulâtres
se sentait menacé en ce qui a trait à la question agraire et aux mesures agraires arrêtées par Dessalines, notamment un décret, un édit, celui du 24 septembre 1806. Cet édit voulait, en principe, recadrer la distribution des terres. Et à partir de ce moment, le secteur des généraux mulâtres s'était senti menacé. Et comme les cultivateurs, en d'autres termes, notre Jean-Jacques Dessalines, ce grand et visionnaire et cette grande figure militaire, cette grande figure historique est morte toute seule ce matin du 17 octobre 1806. Il était aux environs de 9h, 10h du matin. Il est mort seul. Voilà, on va revenir sur cette mort. Ouais, sur cette mort tragique. Mais par rapport à Christophe, je voulais vous poser une question là-dessus. C'est vrai que le cas de Christophe est assez ambigu, parce qu'aujourd'hui, il y a une volonté de réhabiliter Christophe en disant que Christophe n'avait pas pris part au complot menant à l'assassinat de Dessalines. Alors, effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui répètent ça. Est-ce que vous pouvez confirmer que Christophe faisait bel et bien partie des comploteurs? Ce qu'on peut dire, ce dont on est certain, c'est qu'il y avait déjà un réseau qui se tissait et dont le centre, dont le cerveau semblait être Christophe. Les historiens de la première génération, les Ardouin, les Madiou, c'est des historiens sérieux. Je le dis parce que je ne peux pas faire autrement. D'accord? Eh bien, en principe, on a des données pour lesquelles il y avait, pour lesquelles il y avait un complot. Mais ce dont on est certain, la décision du 17 octobre 1806, dans les derniers jours, n'a pas été celle de Christophe. Et Christophe n'a pas été impliqué directement dans l'assassinat du 17 octobre, mais en principe, il était déjà impliqué dans un réseau de complot. D'accord, bon, là, ça c'est clair, c'est dit. Oui. Absolument, alors, oui. Voilà. Et en fait, je voulais savoir, en fait, là, il y a aussi la question de la scène du Pont Rouge qui est décrit presque dans tous les manuels d'histoire d'Haïti. Effectivement, l'assassinat de Dessalines au Pont Rouge, effectivement, cette scène-là qui est aussi contestée par certains révisionnistes, entre guillemets, comme quoi, en fait, non, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça et que Dessalines serait empoisonné, etc. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce fait? Est-ce que vraiment ce que racontent les manuels d'histoire d'Haïti, c'est-à-dire que ce complot, on va dans cette embuscade au Pont Rouge, voilà, c'est un fait historique avéré ou pas? Bien, vous savez, je ne suis pas comme le grand poète haïtien Jean-Claude Charles qui disait dans Négociation, je suis un homme sans légende. Les peuples ont besoin de légendes et les peuples se nourrissent de légendes. Et face à une situation catastrophique confrontée par ce peuple et par ses dirigeants et par l'international aussi, qui tous se sont gourés, se sont trompés par rapport à la nature de la crise, c'est un autre débat. On peut dire qu'on glisse de plus en plus dans le mythique, on glisse de plus en plus dans le mystique aussi. Dessalines est bien mort au Pont Rouge. Je regrette d'être aussi assertif parce que c'est pas bon d'être assertif, mais Dessalines est bien mort au Pont Rouge et tous les historiens, les classiques, depuis les premiers qu'on a cités antérieurement, mais jusqu'en 1954, le biographe le plus important de l'époque contemporaine, qui serait Timoléon Brutus, dans L'Homme des Reins, a bien montré, a bien décrit cette journée-là, cette journée dramatique qui va, sur le plan symbolique en tout cas, réorienter le destin de ce peuple. C'est que Dessalines cheminait et arrivait très vite. Il était toujours pressé. C'était pas un grand manœuvrier politique. Il était tellement sûr de lui et sûr des prescrits de la Constitution du 20 mai 1805 qu'il pouvait se passer de toutes sortes. Dessalines a dit, c'est fait, c'est fini. Alors,
Quand il a vu la fumée, il a pensé dans la zone de Port-au-Prince, à l'entrée même du Pont-Rouge, le feu, il a dit, ah, mon ami Pétion, quel brave homme, il m'a déjà précédé, il commence à sévir contre les insurgés. Et Dessalines ne savait pas que Pétion était au Pont-Rouge, et Dessalines envoie Gédéon, un officier de sa garde, pour en éclaireur. Et ce dernier est pris, on lui dit, êtes-vous du complot ou non? Et il ne peut pas faire autrement, il est du complot. Eh bien, on le présente devant le pont, et Dessalines le voit, et Dessalines dit, ah brave, on voit quel fidèle officier, et ses proches lui disent, attention, monsieur et majesté, je flaire un piège, et puis lui, il s'en va. Et les paysans pêchaient tout au long de la route, si on peut appeler ça route, c'était sans doute un sentier, eh bien, ils étaient là, voyaient Dessalines tout juste courir vers sa mort. Voilà exactement le tragique. Tout le monde était impliqué. Le silence aussi des masses des cultivateurs, qui étaient délibérément contre, depuis l'instauration du pouvoir louverturien, contre l'économie plantationnaire. Et on ne peut pas dire qu'avec des si, on ne peut pas faire, et c'est conjecturé. Mais, en principe, si on avait pu trouver une formule adapter une pédagogie, ce qui faisait défaut à Christophe, ce qui faisait défaut davantage à Dessalines, une pédagogie pour justement maintenir cette économie plantationnaire, mais en même temps faire comprendre aux masses qu'un peu de discipline dans l'organisation du travail était nécessaire, mais avec beaucoup d'assouplissement, pas avec des mains aussi lourdes qu'ont été celles de Christophe, celles de Dessalines. Mais oui, c'est ça. Je pense aussi, on a aussi reproché ça à Dessalines, sa fermeté, et qu'il n'était pas assez diplomate. Donc, mais le problème aussi, en fait, je me suis dit, quelqu'un qui a vécu l'esclavage dans sa chair et qui a dû se battre toute sa vie, c'était un général. C'est un militaire, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on peut... En fait, il ne peut pas tout avoir. On ne peut pas lui demander d'être un fin diplomate, d'être... voilà. Je me suis dit, est-ce que les circonstances n'expliquent pas aussi le comportement de Dessalines? Moi, je crois que les circonstances doivent être inscrites dans cette terrible crise d'orientation d'un État sorti d'une révolution terrifiante, l'une des plus importantes de l'histoire des sociétés modernes avec la française, et ensuite édifier un État moderne, voyez bien, et surtout impliquer ce projet-là dans un ensemble social qui quasiment contestait des choix de type organisationnel. Attention, Christophe va édifier une monarchie fondée sur une organisation juridico-politique stricte et fondée sur une forme de discipline socio-économique énorme. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est la notion de liberté et l'acquisition de la terre. La relation, la notion de liberté, ça, la conception de la liberté chez Dessalines était tout à fait contraire à celle des masses des cultivateurs. Et le mode d'appréhension du sol, de la terre, lié à cette notion de liberté, était également tout à fait contraire à la volonté ou aux aspirations des masses des cultivateurs. Je crois qu'il faut absolument avoir le courage de le dire comme ça. Et puis, voilà, les intrigues et puis les concessions des lieux de pouvoir, parce que dans les lieux de pouvoir qui se tissaient, il y avait des possibilités de concessions. Et ces concessions viendront du secteur mulâtre. Et là, on ne peut pas tout expliquer, mais qui, en principe, à partir de ces concessions, permettront à cette faction mulâtre de prendre le pouvoir et de l'étendre après le suicide du roi, le 8 octobre 1820, à l'ensemble de la République, ce qui donnera une République, bien sûr, formellement, nominalement établie, mais faible au niveau de sa constitution structurelle. Parce que n'oublions pas, Dessalines a été un esclave et Dessalines est devenu un homme libre, une personne, un être humain, dans la nuit du 22 au 23 août
1791. S'il faut encore donner une date de naissance à Dessalines, à l'ensemble des esclaves, c'est cette nuit de violence qui a permis aux esclaves de se libérer des chaînes, justement, de l'esclavage et des horreurs du colonialisme. Alors oui, c'est très intéressant. Effectivement, et on parlait de naissance tout à l'heure, je pense que c'est une très belle conclusion. Et 1791, effectivement, pouvait considérer tout à fait, effectivement, il n'y a pas plus belle naissance que celle-là, effectivement. Alors, est-ce que vous pensez, dans l'assassinat de Dessalines, il pouvait y avoir une raison raciale quelconque, parce qu'on a parlé, en fait, les mulattes étaient impliqués dans le complot. Est-ce que vous pensez il pouvait y avoir une raison raciste? En fait, entre guillemets. Non, absolument pas. La raison était fondamentalement politique. Et la raison était fondamentalement politique parce que les aspirations, les intérêts, les enjeux dans cette crise d'orientation, eh bien, tout ça, le projet dessalinien d'organisation de l'État, d'organisation de la société, heurtait les intérêts de l'ensemble de ces secteurs. C'est tout ce qu'on peut dire. Et c'était pas racial dans la mesure où Dessalines n'était pas raciste, dans la mesure où Dessalines était plutôt voulait la promotion conformément à son projet national de bâtir un État fort, de l'unité politique de tout. Et d'ailleurs, un article de la Constitution interdisait ce qu'on appelle la question des castes et surtout condamnait fermement et même prévoyait des sanctions contre tous ceux et toutes celles qui agitaient en manière de division la question épidermique. Et ma question c'était dans l'autre sens. Est-ce que l'assassinat de Dessalines pouvait être imputé on va dire, à des motivations racistes? Est-ce que ceux qui ont fomenté son assassinat, ceux qui ont comploté pour l'assassiner, est-ce qu'on pouvait penser que, et comme il y avait des mulâtres aussi parmi ces gens-là, et qu'il pouvait y avoir des motivations racistes parmi ceux qui ont assassiné Dessalines? C'est ce que je voulais dire. Eh bien, on le dépense. On ne le pense pas. Si vous permettez. Parce que, en principe, et je crois que plutôt c'était lié à son profil individuel, intrinsèque, ou sa manière brutale et tout, mais il savait bien que lui, il adorait les mulâtres. Il n'adorait pas les mulâtres jusqu'à justement être en admiration béate. Non. C'est-à-dire que souvent, lors de la guerre du Sud, 1790, août 1799 et juin 1799, août 1800, quand il entre dans le Sud, bastion des mulâtres, eh bien, il s'arrêtait, il observait sur le terrain le courage et le savoir-faire des mulâtres. Et un jour, son meilleur copain, le jeune Gabar, était un mulâtre. Et c'était son complice dans toutes les grandes batailles. Et quand Gabar est mort, ça a été une tristesse infinie qui a gagné, qui a envahi, si l'on veut, Dessalines. Et alors, il disait souvent à Gabar, quand les troupes passaient, Gabar, il manque un truc à cette troupe. Il manque un truc. Et Gabar lui disait, mais qu'est-ce qui manque? Majesté, qu'est-ce qui manque? Il manque du tafia. Mais Majesté, vous ne buvez pas. Quel tafia? De quoi vous parlez? Et puis il dit, il manque des mulâtres. Il manque des mulâtres. C'est-à-dire que le corps qui passait, qui était composé surtout de noirs, et il dit, s'il y avait des mulâtres, ce corps deviendrait encore plus fort. Vous voyez, ce n'est qu'une anecdote, mais assez significative de la mentalité du bonhomme en tant que chef d'État. Effectivement, effectivement. Alors, on va dire, de la postérité de Dessalines? Est-ce qu'on a pu retracer effectivement ses descendants après son assassinat? Est-ce que vraiment, qu'est-ce qu'on en sait vraiment sur sa descendance, sur ses enfants? Bien, Dessalines, en principe, était un guéluron. Il buvait pas, il fumait, il avait toujours sa tabatière, mais aimait les femmes. Et avait beaucoup de goût
au niveau, dans le secteur, il disait, et d'ailleurs, son épouse, et la grande Claire Heureuse, c'était une assez jolie femme. On n'intervient pas dans les canons, hein, mais on la décrivait comme ça. Et puis, elle était devenue stérile et Dessalines avait beaucoup d'enfants. Et jusqu'à présent, dans le film d'Arnold Antonin, on présente c'est les soi-disant descendants de Dessalines. Mais je sais que sous le règne du deuxième empereur, Faustin Ier, Soulouque, 1847-1859, il avait fait exécuter plus exactement le général Dessalines, qui était un descendant direct de Dessalines. Claire Heureuse n'a pas été contente et a rompu avec Soulouque. Ça, je le sais. C'est écrit dans les textes avérés. Mais maintenant, il y a l'hommage pendant 40 ans. Et même qu'on a dit, Pétion, qui était un homme d'État assez lucide, mais qui allait dans le sens de la crise, il n'avait pas une vision comme celle qui traversait les trois pères fondateurs, Toussaint, Christophe et surtout Dessalines, mais c'était un pragmatique et qui avait une certaine vision immédiate des rapports des choses. Et la première année du décès, de l'assassinat de l'empereur, il y avait eu des réjouissances qu'il a tolérées. Mais ce dont je suis certain, c'est que il y a eu, à partir de 1844, peu après la chute du deuxième président de la République, le général Boyer, eh bien, il y a eu un effort de réhabilitation qui est devenu de plus en plus public, et qui est la réhabilitation de la mémoire de Dessalines. Mais je dois dire aussi, et il faut le dire, Madiou, qui est un historien mulâtre de par son origine, presque blanc, Carteron, mais qu'on a toujours catalogué de mulâtriste, ce qui est faux, eh bien, le plus grand hommage après celui de Salomon est venu, on peut le croire, de Madiou. Il a fait un texte sublime dans le troisième tome de son Histoire d'Haïti. Et quand j'ai lu ce texte et je compare un historien de la Grèce antique qui me décrit Achille, je me suis dit, merde, pardon, souffrez de l'expression, je me suis dit, mais c'est une figure antique, il est comme Achille. Vous voyez bien, Achille n'avait pas, et tous les généraux ou bien les grandes figures militaires étaient de la génération d'Achille, eh bien Achille était supérieur à toutes ces grandes figures. Eh bien ça a été le cas de Dessalines. Et sous l'administration du président Domingue, qui était un noir, c'était exactement autour de 1875, il avait eu la mission de présenter un discours d'hommage qu'on faisait à Dessalines parce qu'on édifiait une stèle à la mémoire de Dessalines. Ces deux hommages sont magnifiques. Monsieur Buteau, je voulais savoir, alors je pense que c'est quelque chose qui est récurrent chez nous, chez Haïtiens, et c'est la comparaison, on oppose souvent Jean-Jacques Dessalines et Toussaint Louverture. Et alors, ces deux grandes figures de la Révolution haïtienne sont toujours dans une opposition. Parfois, on a l'impression que voilà, en fait, il y a des gens qui se disent plutôt Dessalines, d'autres plutôt Toussaint. Moi, personne, je me suis dit, pourquoi il y a cette opposition? Parce que c'est deux personnels qui sont complémentaires. En fait, c'était pas le même. Mais est-ce que vous expliquez ça, vous, en tant qu'historien, comment vous le comprenez? Ou bien est-ce que vous vous inscrivez, vous aussi, dans cette, on va dire, dans cette confrontation, plutôt Toussaint que Dessalines, ou bien plutôt Dessalines que Toussaint? Si vous permettez, pardon, je dis pardon aussi à vos téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, c'est que je vais un tout petit peu parler de moi pour justement trancher, si je peux trancher. Allez-y. J'étais invité le 7 avril en France, au nom de la société, en tout cas, par bonheur, pour faire justement camper Toussaint Louverture. Et je disais que Toussaint appartient au monde, à la France et bien entendu à Haïti, tandis que Dessalines appartient fondamentalement à Haïti. Et Dessalines fait partie de l'idiosyncrasie de la spiritualité haïtienne.
Et Dessalines, c'est le père fondateur. Et Dessalines est surtout, et avant tout, en principe, fait partie, c'est un marqueur de l'inconscient collectif de l'Haïtien. Et quand tout va mal, parce que Dessalines a construit son projet politique avant 1804 et surtout après 1804 contre l'hégémonie occidentale, du moins contre la forme qu'a prise cette hégémonie dans les relations pays et grandes puissances colonialistes, esclavagistes et petits peuples orientés vers l'autodétermination. Or, maintenant, ce qui s'est passé, Césaire, qui est un fan fou de Toussaint Louverture, était venu en Haïti et s'irritait assez de cette comparaison qui était défavorable à Toussaint. Et bien entendu, il n'a pas voulu comprendre parce que c'est un Louverturien. Or, en histoire, on n'a pas à prendre parti. Mais je peux dire que Toussaint appartient à l'univers, à l'imaginaire de l'Haïtien du fait de 1804, ce qui n'a pas été le cas de l'ouverture. Et deuxièmement, sa radicalité et la littérature, le récit qui se développe entre 1804 et 1806, durant la période de Dessalines, et certaines universités nord-américaines, certains universitaires, nord-américains ont traité ce dossier-là. Eh bien, c'est une littérature radicale et qu'incarnait Dessalines et qu'incarnait l'orientation de Dessalines. Toussaint est récupérable par l'Occident, mais Dessalines est irrécupérable. Je crois que c'est ça qui fait toute la force du fait de cette radicalité de Dessalines. Je ne sais pas si j'ai tranché Ah oui, réellement. c'est clair. Ouais. Je crois que c'est impensable pour l'Occident, surtout pour la France, figure historique haïtienne, et davantage, on ne peut pas imaginer Dessalines au Panthéon. Pas possible. Vous suivez bien. Et c'est impensable. Dessalines a incarné la radicalité de la révolution en dépit de certaines faiblesses du bipolérisme. Vous savez, Dessalines, si vous permettez que j'ajoute, c'est une figure historique qui fait problème. Et moi, quand il est devant ma table, eh bien, j'ai des problèmes avec. D'abord, la fascination que cette figure exerce. Il faut dépasser cette fascination si on veut devenir historien. Et je mesure ma faiblesse en tant qu'historien, si je veux accepter ce titre, si j'ose m'accorder ce titre, je mesure ma faiblesse par rapport au traitement que je fais de Dessalines. Je me suis dit, ce bonhomme, sauf respect, me donne des problèmes. Il y a, dans l'écriture historique, il y a une incapacité de dépassement par rapport à cette figure. C'est une figure historique qu'on doit construire et elle reste, cette figure historique, une figure humaine. C'est vrai que non, mais effectivement, votre réponse me convainc tout à fait et vous êtes très compétent. Mais par contre, je me dis, est-ce qu'on peut pas considérer, en fait, je comprends votre position, c'est vrai que c'est assez limpide ce que vous m'expliquez là. Mais non, est-ce que pour autant, est-ce qu'on est obligé de les opposer, hein, et Dessalines et Toussaint, parce que finalement, je me suis dit, est-ce que sans Toussaint, il n'y aurait pas Dessalines? Parce que Dessalines était quand même le lieutenant de Toussaint. Donc, sans Toussaint, je comprends, mais je me suis dit, est-ce que forcément, évidemment, je suis d'accord avec vous que Toussaint est récupérable. D'ailleurs, en France, il y a des monuments à la gloire de Toussaint. Il y a un parc pas très loin de chez moi à Paris. Ça s'appelle Parc Toussaint Louverture. C'est impensable. Et pour Dessalines, il y a en fait, je crois même qu'il y a des institutions, il y a même une école en France qui s'appelle Toussaint Louverture. Mais Dessalines, ça, je suis tout à fait d'accord. Et mais par contre, je me suis dit, oui, mais est-ce que pour nous, en tant qu'Haïtiens, est-ce qu'on est obligé de les opposer dans le sens où effectivement Toussaint c'était ça, mais Dessalines c'était ça. Donc, mais il devrait, à mon sens, il ne devrait pas avoir on va dire, d'opposition. Au contraire, je trouve que ça devait être complémentaire dans le sens où Toussaint incarnait quelque chose peut-être qui était plus, on va dire, dans la vision du monde française et tout ça. Et Dessalines, c'est quelque chose qui est vraiment authentiquement
haïtien, radical, donc qui n'est pas récupérable. Mais tout ça, tous les deux se complètent. Je ne sais pas si... vous savez, les historiens ne les opposent pas. Et Césaire ne les oppose pas, franchement. Mais Césaire, c'est la faille qu'il y a dans la structure du récit de Césaire par rapport à l'ouverture, c'est qu'il est l'ouverturien. Alors, ça nuit un peu, vous voyez bien, et ça nuit un peu, mais il devient subjectif. Il n'arrive pas à objectiver. Mais ce dont on est certain, c'est que Dessalines, dans son parcours et dans le parcours de l'ouverture, Dessalines a été un disciple, le disciple de l'ouverture. L'ouverture l'a formé. L'ouverture, il a très vite compris que, en principe, après la rupture de l'ouverture avec Biassou dans les années 1794, eh bien, il a lié son destin à celui de son maître. L'ouverture, c'était le grand maître. Et Dessalines était un vrai disciple. J'ai envie, si vous permettez, de fermer cette parenthèse intéressante au demeurant par cette phrase d'un épistémologue. Dessalines, justement, me semble, et je crois qu'on peut éclairer le parcours de Dessalines, ou la relation Dessalines-Christophe par cette très belle phrase, le disciple ne reste fidèle au maître qu'en le trahissant. Oh, c'est un paradoxe, c'est superbe. Seuls les philosophes restent capables de nous donner de nous faire de telles trouvailles. Mais ce dont on est certain, c'est que, en principe, l'ouverture n'avait pas compris l'enjeu de l'indépendance. Et à partir de ce moment, les conjonctures produisent les individus historiques, mais les individus historiques, à leur tour, sont dépassés par les conjonctures. La conjoncture louverturienne est la plus longue, est très longue. Et en principe, Dessalines a été le produit de cette conjoncture conduite par le grand maître qu'a été l'ouverture. Mais autour de 1800-1802, l'ouverture commençait à faiblir et ne comprenait pas pleinement les enjeux. Et Dessalines, son caractère frustré, mais aussi sa pratique de général et sa pratique de chef d'armée, a vite compris que la rupture ne pouvait venir, que la solution ne pouvait provenir que d'une rupture radicale avec la France, ce que l'ouverture n'avait pas compris. D'accord, merci beaucoup. Et je pense que on va, en fait, ma dernière question, c'est on va un peu faire de la politique fiction. Alors, d'après vous, comment vous imaginez, on va dire, le devenir d'Haïti si Dessalines n'était pas assassiné le 17 octobre 1806? Moi, je dis toujours à mes étudiants, à mes étudiantes, à mes collègues aussi, il y a deux dates fétiches dans cette crise d'orientation. Le 17 octobre 1806, qui a été comme date déterminante dans l'histoire de l'évolution de ce peuple. Mais c'est par sa charge symbolique. Le suicide du roi le 8 octobre 1820 a un impact beaucoup plus fort sur la structuration, sur la finalisation de la structuration d'Haïti, de la société haïtienne, de sa communauté et de son État, cet État républicain, cette République d'Haïti, cette première République noire du monde. En d'autres termes, c'était la fin du projet de la construction d'un État fort et d'une économie solide impliquant une discipline du travail qu'on ne retrouvera plus dans l'histoire, dans l'évolution de ce pays et surtout dans une politique d'aménagement du territoire. Et aujourd'hui, attention, pendant ces 40 ans où Haïti a été totalement isolé, Haïti n'a pas pu bénéficier des résultats, des avancées des États de l'Amérique latine, de l'Amérique du Sud, de l'Europe, en ce qui a trait à ce qu'on appelle l'aménagement du territoire. Et surtout, Dessalines, dans son projet, peut-être davantage Christophe, voulait instituer un État civilisateur qu'on ne retrouvera pas avec la République d'Haïti. Et je crois que ça a énormément de poids encore dans la conjoncture d'aujourd'hui. Et surtout, ça s'est accentué avec l'intervention des Américains en 1915, qui ont fait beaucoup de dégâts dans le travail de structuration de ce pays
et qui continuent de faire des dégâts parce que la domination nord-américaine est présente et par ces agissements, ils sont devenus, et pardon, les États-Unis, les Américains sont devenus des apprentis sorciers et ont contribué. Ils ne sont pas les seuls responsables et je me méfie de la logique de culpabilisation, mais ils ont aggravé la situation sociale et parce qu'ils sont devenus des agents politiques dans une crise qui semble dépasser tout le monde. Voilà ce que je peux dire. C'est très bien, c'est parfait, c'est limpide, c'est clair. D'accord. Alors, une dernière question. Voilà, une dernière question, M. Buteau. Je voulais savoir, est-ce qu'en Haïti, aujourd'hui, il y a un mausolée, il y a des... En fait, je sais qu'il y a des monuments sur la place du Champ de Mars, mais qu'est-ce qui, on va dire, c'est quoi la présence physique de Dessalines, à part, en fait, je sais qu'il y a au musée national, effectivement, il y a des pièces qui rappellent la mémoire de Dessalines, mais est-ce qu'il y a des mausolées, quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on a au Panthéon, vraiment, où on peut aller se recueillir un peu sur les dépouilles, entre guillemets, de l'empereur? Est-ce que ça existe en Haïti? Il y a un lieu de mémoire fonctionnel, c'est le Panthéon. Et la crise aujourd'hui, qui est une crise tellement terrifiante, interdit toute forme de célébration devant les autres lieux de mémoire. Et il se constate, amèrement je le constate en tout cas, depuis quelques années, depuis ces 15 dernières années en tout cas, une désacralisation de la mémoire et des lieux de mémoire. Et si j'ai regardé une image affligeante de jeunes écoliers qui ont osé et profané sur la place de l'Indépendance au Champ de Mars la statue de Dessalines, et il y a eu des élèves à chevaucher le cheval représenté par la sculpture et il n'y avait aucun service d'ordre, aucune troupe, aucun policier capable d'interdire une telle profanation. Je crois que c'est un délitement qu'il convient absolument de combattre et je crois qu'il faut réorienter la crise haïtienne, c'est aussi une crise de son récit. Et c'est la mort du grand récit qui a produit des hommes aussi énormes que Dessalines, que Pétion, que Toussaint, que Henri Christophe, que Gabard, que Gérin, que les autres. Voilà. Ça, c'est clair. C'est vrai que la crise du récit, quand on n'a plus de mémoire, ça, c'est la mort assurée. En tant que peuple, voilà, il ne restera plus rien. Si on n'a plus de mémoire, ça, c'est... Voilà. Donc, voilà, je pense que... Et malheureusement, on ne voit pas le bout. Et en fait, on ne peut pas être optimiste. En fait, en tout cas, moi, c'est difficile d'être optimiste dans la situation actuelle d'Haïti. Donc, on parle de mémoire. C'est vrai que pour une bonne partie de la population haïtienne, c'est une question qui reste assez théorique. Et parce que eux, on va dire, ce qui les travaille, ce qui les concerne au quotidien, c'est survivre. Donc, je comprends que c'est pas la priorité des priorités, mais quand même pour nous, quand même, qui avons cette possibilité, je pense que ce soit vous qui êtes encore en Haïti, je sais que c'est pas facile, c'est difficile, parce que le pays devient une énorme prison. C'est assez compliqué. C'est très compliqué. Et pour nous qui sommes à l'extérieur, et que c'est une obligation de continuer à faire vivre cette mémoire. C'est ça c'est comme ça qu'on restera un peuple. Si vous permettez, je crois que cette initiative que vous avez eue et votre réseau aussi est fort bienvenue parce qu'il n'y a pas comme le travail de mémoire. Pas comme le travail de mémoire. Et je dis qu'il faut se tenir la main. Ceux et celles du dehors et ceux et celles du dedans. Celles et ceux qui sont à l'intérieur du pays ne sont pas plus braves que ceux et celles qui sont partis. En tout cas, M. Buteau, je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité, vraiment. OK. Merci beaucoup. Merci infiniment encore. Et puis, bon dimanche. Et puis, à très bientôt, j'espère.